La corniche. Allez-y, répéta Kressner. Jetez un coup d'œil dans le sac. Nous nous trouvions dans son appartement, au 43e étage. Au centre de la pièce, entre le fauteuil de toile sur lequel Kressner se tenait et un canapé tout cuir, il y avait un sac à provisions brun. « Si vous avez l'intention de m'acheter, laissez tomber tout de suite, dis-je. Je l'aime. C'est de l'argent, mais je n'ai pas l'intention de vous acheter. Allez-y. Regardez. » Il fumait une cigarette turque, coincée dans un fume-cigarette d'onyx. Il était vêtu d'une robe de chambre en soie, sur laquelle était brodé un dragon. Ses lunettes ne cachaient pas son regard calme et intelligent. Il avait exactement l'air de ce qu'il était, un salaud en or massif. J'aimais sa femme, et elle m'aimait. Je m'étais attendu à ce qu'il me mette des bâtons dans les roues. Je savais que le moment était venu, mais j'ignorais encore le reste. Je m'approchai du sac et l'ouvris. Des liasses de billets dégringolèrent sur la moquette. Rien que des coupures de 20 $. Je ramassai une liasse et comptai 10 billets. 20 000 $, annonça Kressner. Je me relevai. Pas mal. Ils sont à vous. Je n'en veux pas. Ma femme est au courant. Je ne fis pas de commentaire. Marcia m'avait prévenu. Il va essayer de jouer au chat et à la souris, avait-elle dit. Et la souris, ce sera toi. Comme ça, vous êtes un pro du tennis, dit Kressner. Je crois bien que vous êtes le premier que je vois. Vous voulez me faire croire que vos détectives ne vous ont jamais rapporté de photos? Oh, que si. Il agita négligemment son fume-cigarette. Et même un film de vous deux au Bayside Motel. Il est difficile de se faire une idée avec des photos, vous croyez pas? Si vous le dites. Il va attaquer sur tous les fronts, m'avait averti Marcia. C'est sa façon à lui de dérouter les gens. Il fera en sorte que tu renvoies la balle là où tu le croiras être, mais il sera déjà ailleurs. Parle aussi peu que possible, Stan. Et souviens-toi que je t'aime. Je vous ai fait monter ici, monsieur Norris, parce que j'ai pensé que nous devrions avoir une petite conversation d'homme à homme, dont l'un a piqué la femme de l'autre. Je retins de justesse ma réplique. Vous vous êtes plu à Saint-Quentin? Demanda Kressner en tirant de paresseuses bouffées de sa cigarette. Pas particulièrement. Vous y avez passé 3 ans, pour vol avec effraction, sauf erreur. J'étais rentré dans son jeu malgré l'avertissement de Marcia. J'ai pris la liberté de faire déplacer votre voiture, dit-il, en se tournant vers la fenêtre, à l'autre bout de la pièce. À vrai dire, fenêtre n'était pas le mot. Le mur entier était vitré, et au milieu se trouvait une porte de verre coulissante. Derrière, un balcon, grand comme un timbre-poste, et au-delà, le précipice. Il y avait quelque chose qui me chiffonnait à propos de cette porte, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est un immeuble très agréable, dit Kressner. Le système de sécurité est au point. Des caméras de télé partout. Et dès que j'ai su que vous étiez dans le hall, j'ai donné un coup de téléphone. Un de mes hommes qui s'entend à faire démarrer une voiture avec un fil de fer a conduit la vôtre dans un parking à quelques pâtés de maison d'ici. Il jeta un coup d'œil sur la pendule. Il était 8h05. À 8h20, il appellera la police d'une cabine publique pour attirer son attention sur votre voiture. 10 minutes plus tard, ces messieurs de la police découvriront 150 grammes d'héroïne dissimulée dans la roue de secours qui se trouve dans votre coffre. On va beaucoup s'intéresser à vous, monsieur Norris. J'étais fait. J'avais tenté ce que j'avais pu pour lui donner le moins de prise possible, mais finalement, ça avait été un jeu d'enfant pour lui. Voilà ce qui arrivera. À moins que je n'appelle mon employé pour lui ordonner d'oublier mon premier coup de téléphone. À moins que je ne vous dise où se trouve Marcia, dis-je. Ne comptez pas là-dessus, Kressner. Je n'en sais rien. Je l'ai fait suivre par mes hommes, ça m'étonnerait. Nous les avons semés à l'aéroport. Kressner soupira et ôta la cigarette encore allumée du fume-cigarette pour la jeter dans un cendrier chromé à pied. Le mégot ou Stan Norris, c'était du pareil au même. Effectivement, convint-il, le vieux truc des toilettes pour dames. Mes sbires ont été extrêmement vexés de s'être laissés prendre à une ruse aussi éculée. C'était tellement évident qu'ils n'y auraient jamais pensé. Je ne répondis rien. Une fois largués les hommes de Kressner à l'aéroport, Marcia avait pris la navette pour rentrer en ville, puis s'était rendue à la gare routière. Elle avait 200 $ sur elle, tout ce que j'avais pu retirer de mon compte en banque. « Vous êtes toujours aussi bavard ?» me demanda Kressner, et la réponse semblait vraiment l'intéresser. D'un ton un peu plus sec, il reprit. « J'imagine que quand la police vous emmènera, vous refuserez de parler en l'absence de votre avocat. Et lorsque vous reverrez ma femme, ce sera une petite vieille dans un fauteuil à bascule. Est-ce que tout cela est clair dans votre esprit ? Vous n'ignorez sans doute pas que la possession de 150 grammes d'héroïne peut vous valoir dans les 40 ans. Ça ne vous rendra pas, Marcia. » Et il eut un léger sourire. « Et c'est le nœud de l'affaire, n'est-ce pas ? Vous et ma femme tombez amoureux l'un de l'autre. Vous avez une aventure,
Si on peut appeler une aventure une succession de nuits passées dans des motels minables, ma femme m'a quitté, mais vous êtes là. Et en quelque sorte, vous êtes tout ce qui me rattache encore à elle. Est-ce que je résume bien l'histoire? Je comprends pourquoi elle en a eu marre de vous, dis-je. À ma grande surprise, il rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Je vais vous étonner, Norris, mais je vous aime bien. Vous êtes vulgaire, vous avez de la répartie, mais je crois que vous avez du cœur. Marcia me l'avait affirmé, mais il me restait des doutes. Elle n'a jamais su juger les hommes. Oui, vous ne manquez pas de verve. Voilà précisément pourquoi j'ai décidé de mener les choses de cette façon. Marcia vous a certainement dit que je suis joueur dans l'âme. Oui, en effet. Je venais de comprendre ce qui clochait avec cette porte au milieu de la baie vitrée. Nous étions en plein hiver et personne n'aurait eu l'idée de prendre le thé sur le balcon du 43e étage. Pourtant, la contre-porte avait été ôtée. Je n'aime pas ma femme, dit Kressner. Ce n'est un secret pour personne, et je suis bien sûr qu'elle vous a tenu au courant. Certainement un homme de votre expérience sait qu'une femme satisfaite ne va pas courir le guidou avec le champion du tennis du coin, dès qu'elle a lâché sa raquette. Si vous voulez mon avis, Marcia est une sainte nitouche, une pleurnicheuse, une fouteuse de merde, Je crois que ça suffira. Il eut un sourire glacé. Je vous demande pardon. J'oublie tout le temps que nous parlons de votre bien-aimé. Il est 8h16. Un peu nerveux? Je haussai les épaules. Il tiendra le coup jusqu'au bout. Sans doute vous demandez-vous pourquoi, si j'aime aussi peu Marcia, je ne lui rends pas tout simplement sa liberté. Non, je ne me demande rien de tel. Kressner me regarda en fronçant les sourcils. Vous êtes un salaud égocentrique, repris-je. Un égoïste qui ramène tout à lui-même. Il n'est pas question qu'on prenne ce qui vous appartient, même si vous n'en voulez plus. Il rougit, puis se mit à rire. 15 pour vous, Norris. Bravo. Je haussai de nouveau les épaules. Je vous propose un pari. Si vous gagnez, vous partez d'ici avec l'argent, la femme et votre liberté. Mais de votre côté, c'est votre vie que vous jouez. Je ne pus m'empêcher de regarder la pendule. Il était 8h19. Très bien. Ça ferait au moins gagner du temps pour réfléchir aux moyens de sortir d'ici avec ou sans le fric. Kressner s'empara du téléphone qui se trouvait derrière lui et composa un numéro. Tony, plan numéro 2. Il raccrocha. Et c'est quoi, le plan numéro 2 demandai-je. Je rappellerai Tony dans un quart d'heure, et il enlèvera la substance prohibée du coffre de votre voiture qu'il ramènera là où vous l'aviez laissé. Si je ne le rappelle pas, il avertira la police. Vous êtes plutôt méfiant, n'est-ce pas? Soyez raisonnable, Norris. Il y a 20 000 $ entre nous, sur la moquette. Dans cette ville, on tue pour 20 cents. Et à quoi joue-t-on? Il eut l'air sincèrement peiné. Un défi, Norris. Il s'agit d'un défi. Nous ne sommes pas sur un cours de tennis. Comme vous voudrez. Parfait. Il m'a semblé que vous examiniez mon balcon. La contre-porte manque. Oui. Je l'ai retiré cet après-midi. Voilà donc ce que je vous propose. Vous allez faire le tour de l'immeuble sur la corniche qui fait saillie juste au-dessous du niveau de cet appartement. Si vous y parvenez, vous décrocherez le gros lot. Vous êtes cinglé? Tout au contraire. J'ai déjà proposé ce défi à 6 personnes différentes au cours des 12 années que j'ai passées dans cet appartement. 3 d'entre elles étaient des athlètes professionnels, comme vous. Les 3 autres étaient des citoyens plus ordinaires, aux professions diverses, mais ayant au moins 2 choses en commun. Ils avaient besoin d'argent et n'étaient pas dénués de moyens physiques. Il tira pensivement sur sa cigarette avant de poursuivre. 5 fois, mon offre fut rejetée. La 6e, elle fut acceptée. Les clauses en étaient 20 000 $ contre 6 mois à mon service. J'ai gagné. Le type a acheté un coup d'œil par-dessus la balustrade du balcon et a failli s'évanouir. Kressner paraissait à la fois amusé et méprisant. Il disait que tout semblait si petit vu d'ici. C'est pour ça que ses nerfs ont craqué. Et qu'est-ce qui vous fait penser que... Il me coupa la parole d'un geste irrité. Norris, vous m'agacez. Si je vous dis que vous allez le faire, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Soit vous relevez mon défi, soit vous passez 40 ans à Saint-Quentin. Considérez ma femme et l'argent comme des primes que vous vaudra ma bonté naturelle. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas essayer de me doubler? En admettant que je le fasse, rien ne vous empêchera d'appeler Tony et de lui ordonner de mener à bien votre plan numéro 1. Il soupira. Mon cher Norris, vous n'êtes qu'un paranoïaque. Je n'aime pas ma femme. Je ne tiens pas le moins du monde à l'avoir traînée autour de moi. Quant aux 20 000 $, pour moi, c'est une misère. Mes petites complicités dans la police me coûtent 4 fois ça chaque semaine. Voyez-vous, ce défi... Ses yeux s'allumèrent. Ce défi n'a pas de prix. Et il me laissa un répit pour méditer ses paroles. Sans doute savait-il que la victime désignée ne tarde jamais à se ranger aux raisons de son bourreau.
J'avais 36 ans, et sans un petit coup de pouce de Marcia, le club n'aurait probablement pas renouvelé mon dernier contrat. Je ne savais rien faire d'autre que jouer au tennis, et j'aurais eu du mal à décrocher même un boulot de concierge, surtout avec mon casier judiciaire. Ça avait été une erreur de jeunesse, mais allez dire ça à votre employeur. En fait, le plus étonnant de l'histoire était que j'aimais vraiment Marcia Kressner. Il ne m'avait fallu que 2 leçons de tennis pour m'éprendre d'elle, et de son côté, ça avait aussi été le coup de foudre. Après 36 années d'un célibat sans souci, j'étais tombé amoureux de la femme d'un caïd de la pègre. Le gros matou installé là, sur son séant à tirer des bouffées de sa turque d'importation, savait tout cela. Rien ne me prouvait qu'il ne me jouerait pas un mauvais tour si je relevais ce défi et le gagnais. Mais dans le cas contraire, je savais fort bien que je me retrouverais au frais, dès 10 heures, et que je ne reverrais pas la lumière du soleil avant la fin du siècle. « J'ai une question à vous poser, lui dis-je. Je vous écoute, Norris. Regardez-moi bien dans les yeux, et dites-moi si la donne est truquée. » Il me regarda franchement. « Norris, dit-il calmement, je ne triche jamais. » Très bien, je n'avais pas le choix. Il était déjà debout, rayonnant. « Parfait! Absolument parfait! Venez, Norris, allons sur le balcon. » À son visage, on devinait qu'il avait vécu cette scène en rêve des centaines de fois, et qu'il en savourait maintenant l'accomplissement. La corniche a 15 cm de large, fit-il avec délice. Je l'ai mesurée moi-même. En fait, j'y ai même posé les pieds, en m'agrippant au balcon bien sûr. Il vous suffira de vous laisser tomber de l'autre côté de la balustrade en fer forgé, qui vous arrivera alors à la hauteur de la poitrine. Mais évidemment, au-delà de la balustrade, vous n'aurez plus de prise. Vous devrez ensuite progresser centimètre par centimètre. Mes yeux se posèrent subitement sur un objet qui se trouvait de l'autre côté de la fenêtre, et qui me glaça le sang. Un anémomètre. L'appartement n'était pas situé très loin du lac, et il était suffisamment haut pour qu'aucun immeuble ne lui coupe le vent. Les rafales seraient glaciales et tranchantes comme une lame de rasoir. L'aiguille indiquait vent fort, mais une bourrasque pouvait momentanément l'incliner jusqu'à tempête. « Ah, je vois que vous avez remarqué mon anémomètre, » commenta Kressner d'un ton jovial. « À vrai dire, nous sommes ici sur la façade la moins exposée. Cette petite brise pourra donc se montrer un peu plus forte en face. Par chance, nous bénéficions d'une nuit plutôt calme. Certains soirs, j'ai vu l'aiguille pointer sur ouragan, et je puis vous affirmer que dans ces cas-là, on sent l'immeuble vibrer légèrement. » Sur la gauche, il me désigna l'enseigne lumineuse d'une banque, tout en haut d'un gratte-ciel. Elle indiquait qu'il faisait 10 degrés. Mais avec le vent, la température descendrait sans doute au-dessous de 0. « Vous avez un manteau ?» lui demandai-je. Je ne portais sur moi qu'une simple veste. « Hélas, non. Il serait préférable de ne pas trop tarder, Norris. Ainsi, je pourrais donner le signal de départ du plan numéro 3. Tony est un garçon sérieux, mais parfois impulsif. Vous comprenez ?» Je comprenais parfaitement bien. Trop bien même. Mais la pensée d'être libéré des tentacules de Kressner et de retrouver Marcia avec assez d'argent en poche pour pouvoir commencer une nouvelle vie me poussait à faire coulisser la porte vitrée, puis à faire un pas sur le balcon. L'air était froid et humide, le vent me rabattait les cheveux dans les yeux. « À bientôt, j'espère !» lança Kressner derrière moi, mais je ne lui fis pas le plaisir de me retourner. Je m'approchai de la balustrade, évitant de regarder vers le bas. Je fis quelques exercices respiratoires. En réalité, il s'agit plutôt d'une forme d'auto-hypnotisme. À chaque inspiration-expiration, vous rejetez les pensées parasites de votre esprit, jusqu'à ce que le vide soit fait et que toute votre attention soit concentrée sur le match. 1 à 1, j'oubliais l'argent. Kressner. Puis, plus difficilement, Marcia, dont le visage me hantait, me suppliant de ne pas rentrer dans son jeu, m'avertissant que Kressner ne pariait qu'à coup sûr. Mais je ne pouvais me permettre de l'écouter. Quand je m'y sentis prêt, je regardai vers le bas. Le building plongeait jusqu'à la rue comme une abrupte falaise de craie. Les voitures ressemblaient à ces modèles réduits, vendus dans des boîtes d'allumettes, qu'on trouve dans les bazars. En tombant d'une telle hauteur, on a le temps de prendre conscience de sa chute, de sentir le vent gonfler ses vêtements, de voir la terre monter de plus en plus vite. On a le temps de pousser un long hurlement. Et le corps, en s'écrasant sur le trottoir, fait un bruit de pastèque trop mûr. Maintenant, je comprenais pourquoi l'autre type avait reculé. Mais son gage ne représentait que 6 mois de servitude. Ce qui m'attendait, c'était 40 longues années, loin du soleil et de Marcia. J'examinais la corniche, elle paraissait terriblement étroite. Je n'avais jamais vu 15 cm qui ressemblait autant à 5. Au moins, l'immeuble était-il plutôt neuf, la corniche ne s'effondrerait pas sous mes pieds. C'est en tout cas ce que j'espérais. Je passai par-dessus la balustrade,
puis me laissai doucement retomber jusqu'à sentir le rebord sous mes semelles. Mes talons dépassaient au-dessus du vide. Le balcon m'arrivait à la poitrine et je pouvais voir à l'intérieur de l'appartement des Kressner, à travers la grille de fer forgé. Il se tenait de l'autre côté de la porte et, une cigarette à la main, m'observait comme un scientifique examine un cochon d'Inde pour savoir quel sera l'effet produit par la dernière injection. « Appelez Tony maintenant !» lui criai-je, les mains agrippées à la balustrade. « Je ne bougerai pas avant que vous l'ayez fait. » Il traversa la salle de séjour, qui me parut incroyablement chaude, douillette et rassurante, et décrocha le téléphone. Un geste qui d'ailleurs ne me prouvait rien. Avec le vent, il me serait impossible d'entendre ce qu'il allait dire. Kressner reposa le combiné, puis revint vers moi. « Voilà, Norris. Message transmis, j'ose l'espérer. Au revoir, Norris. À tout à l'heure, peut-être. » Le moment était venu. Je m'abandonnais une dernière fois au souvenir de Marcia, puis la chassai de mon esprit, une fois pour toutes. Comme je chassais l'image du vide. Sonder cet abîme aurait eu tôt fait de me paralyser. Le moment était venu de ne plus penser qu'à une seule chose. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Je choisis de me déplacer vers la droite, me tenant à la balustrade aussi longtemps que je pus. Je me rendis très vite compte que l'entreprise aurait été impossible sans mes chevilles musclées de tennisman. Mes talons progressant au-dessus du vide, elles devraient supporter tout mon poids. Parvenu à l'extrémité du balcon, j'eus un instant l'impression que je ne pourrais pas me passer de cet appui. Mais il le faudrait bien. 15 centimètres, bon sang, c'était pas si mal. Si la corniche s'était trouvée à 1 mètre du sol au lieu de 120, me dis-je, j'aurais été capable de faire le tour du bâtiment à l'aise et en 4 minutes. Alors faisons comme si. J'écartai mon pied droit, puis fis glisser le gauche, l'amenant tout près du droit. Je levai les bras, plaquant mes paumes ouvertes contre la surface de la paroi. Une bourrasque me gifla, relevant le col de ma veste contre mon visage, faisant osciller mon corps sur la corniche. Mon cœur sembla s'arrêter, ne recommençant de battre que quand le vent eut faibli. Une rafale plus violente aurait pu m'arracher de mon perchoir et me précipiter dans la nuit. Et précisément, le vent serait plus fort de l'autre côté. Je fis pivoter ma tête vers la gauche, pressant la joue contre la façade. Kressner était penché au balcon et il me regardait. « Vous vous amusez bien ?» me demanda-t-il d'un ton enjoué. Il avait revêtu un pardessus en poil de chameau. « Je croyais que vous n'aviez pas de manteau. Je vous ai menti, » répondit-il sur le même ton. « Je mens à propos de bien des choses. Qu'est-ce que cela veut dire ? Absolument rien. Ou peut-être que si, après tout. C'est la guerre des nerfs, hein, Norris ? Ne traînez pas trop. Les chevilles se fatiguent vite. Elles pourraient vous jouer des tours. » Il extirpa une pomme de sa poche, y mordit, puis la balança par-dessus la balustrade. Longtemps après parvint à mes oreilles un petit bruit mat. Kressner gloussa. Il m'avait déconcentré. Et de nouveau, je sentis affleurer les prémices de la panique. Si je laissais déferler la terreur, c'en était fini de moi. Je tournai la tête de l'autre côté et repris mes exercices respiratoires. Quand la pendule marqua 20h49, j'avais enfin repris le contrôle de moi-même. Kressner devait me considérer comme gelé sur place, et lorsque je recommençais de progresser en direction du coin de l'immeuble, j'entendis le crépitement sarcastique de ses applaudissements. Le froid me pénétrait, mais j'avançais, péniblement le long de la paroi. Chacun de mes gestes devait être lent et calculé. Sinon, ce serait la chute. La corniche épousait parfaitement le coin. Mais ma main droite m'avertit qu'un vent contraire m'attendait. Si je ne ployais pas l'échine du bon côté, il me payerait mon dernier voyage. J'attendis que le vent faiblisse, mais il s'y refusa pendant un long moment, comme s'il s'était fait le complice de Kressner. Il me giflait de ses doigts vicieux et invisibles. Après une bourrasque violente qui me fit osciller sur mes orteils, je compris que j'espérais en vain une trêve. Dès la première accalmie, je fis glisser mon pied droit de l'autre côté de l'arête, puis étreignant les 2 parois de mes mains ouvertes, je fis suivre tout mon corps. Je vacillais, soudain pris entre 2 vents. L'espace d'une seconde, j'eus l'affreuse conviction que Kressner avait gagné son pari. Je fis un nouveau pas, puis me collai tout contre le mur, maîtrisant le souffle qui s'échappait de ma gorge sèche. C'est alors qu'une sorte d'aboiement se fit entendre, presque dans mon oreille. Effrayé, je sursautai, à 2 doigts de perdre l'équilibre. Arraché au mur, mes mains battirent frénétiquement l'air, mais les caprices de la gravité jugèrent bon de me renvoyer contre le mur plutôt que sur le pavé, 43 étages plus bas. Mes poumons se vidèrent en hoquetant douloureusement. De mes jambes, je ne sentais plus que les tendons des chevilles qui semblaient parcourus de décharges électriques. Jamais je n'avais eu à ce point conscience de ma vulnérabilité. Je me trouvais maintenant sur le flanc de l'immeuble. Sur la droite, seules les plus hautes tours de la ville me dominaient. Sur la gauche, je n'apercevais que le cercle sombre du lac et les petits points de lumière qui flottaient à sa surface. Le vent mugissait. Je contournais l'arête suivante avec beaucoup moins de difficulté. C'est alors que j'éprouvai un violent pincement. Je sursautai, laissant échapper un cri. Déséquilibré, je fus pris de terreur, et vivement me collai contre le mur. Un second pincement. Non, c'était plutôt un coup de bec.
Je baissai les yeux, un pigeon s'était perché sur la corniche, et dans mon désarroi, j'eus l'impression qu'il me fusillait du regard. Les villes regorgent de pigeons. Certainement, vous avez déjà trouvé leur carte de visite sur le capot de votre voiture. Mais en général, vous n'y prêtez guère attention. À présent, je me trouvais terriblement vulnérable sur son territoire. Il attaqua de nouveau ma cheville torturée, et un fulgurant trait de douleur remonta ma jambe droite. « Va-t'en » grognai-je. « Laisse-moi tranquille !» En guise de réponse, le pigeon revint à la charge. De toute évidence, j'avais violé son domicile. Cette partie de la corniche était couverte de fientes. Un piaillement étouffé se fit entendre au-dessus de ma tête. Je me tordis le cou, autant qu'il m'était possible, et levai les yeux. Un bec surgit à quelques centimètres de mon visage, et je faillis reculer. Un pas arrière, et les pigeons de l'agglomération auraient pu se vanter d'avoir fait leur première victime. Perché avec eux, sous l'avancée du toit, maman pigeon protégeait sa nichée de pigeonneaux. J'étais, Dieu merci, hors d'atteinte. Papa pigeon s'acharnait sur ma cheville, maintenant couverte de sang. Je repris ma progression, espérant que le volatile effrayé s'enfuirait. Rien à faire. Ces pigeons de la ville en ont vu d'autres. L'oiseau reculait au fur et à mesure que j'avançais. Ses yeux brillants ne quittant mon visage que lorsque son bec acéré attaquait ma cheville. La douleur s'intensifiait. Le pigeon m'arrachait des lambeaux de chair, puis, je suppose, les mangeait. Je ripostais d'un misérable coup de pied. Le pigeon se contenta de battre des ailes, puis m'agressa une nouvelle fois. Et si l'un des deux se sentit prêt de s'envoler, ce fut moi. Même en méditant le sujet pendant 10 ans, Kressner n'aurait pu concevoir pire torture. Cette satanée bestiole avait dû me flanquer une bonne 60aine de coups de bec quand je parvins enfin au balcon de l'autre appartement de l'étage, sur la façade opposée de l'immeuble. J'eus l'impression d'avoir atteint les portes du paradis. Mes mains étreignirent les froides barres de métal, comme si elles risquaient de s'échapper. Coup de bec. Le pigeon me fixait avec un air presque suffisant, sûr de mon impuissance et de sa propre invulnérabilité. Cela me rappela l'expression qu'avait eue Kressner quand il m'avait accompagné jusqu'à son balcon. Crispant les mains sur la balustrade, je lui décrochai un violent coup de pied qui le frappa de plein fouet. Le pigeon émit un piaillement des plus réconfortants et s'éleva dans les airs en battant des ailes. Quelques plumes grises se posèrent sur la corniche. D'autres disparurent dans l'obscurité en décrivant de lentes arabesques. À bout de souffle, je me hissai sur le balcon et m'écroulai sur place. Malgré le froid, mon corps ruisselait de sueur. Je ne saurais dire combien de temps je restais là, attendant que mes forces reviennent. J'enjambais la balustrade et retrouvai la corniche. Il me fut plus difficile encore de m'éloigner de ce balcon que celui de Kressner. J'avais conscience de devoir le faire, mais mon corps se refusait de toutes ses forces à quitter un abri aussi sûr. Ce fut le visage de Marcia, surgissant de l'obscurité, qui me pressa d'agir. Je franchis le 3e angle du bâtiment, réprimant avec peine l'envie qui me tenaillait de précipiter l'allure. Le vent, qui balayait le 4e coin, faillit m'être fatal. Mais la chance était avec moi. Et, pour la première fois, je sus que j'allais gagner mon pari. Mes mains étaient gelées et mes chevilles en feu. La sueur m'aveuglait, mais je savais que j'allais réussir. Je voyais maintenant la lumière jaune qui émanait de l'appartement de Kressner. Il me semblait avoir passé une vie entière sur cette corniche, large de 15 cm. Et si tu as l'intention de me flouer, Kressner, que le ciel te protège. Je ne ressentais plus aucune hâte. Pour un peu, je me serais attardé. Je posai la main droite, puis la gauche, sur la balustrade de fer forgé. Je me hissai, effaçai l'obstacle, m'écroulai avec bonheur sur le sol, et sentis l'acier froid d'un 45 contre ma tempe. Le gorille que je découvris en levant les yeux était si laid qu'il aurait certainement mis King Kong lui-même en fuite. « Bravo !» me lança de l'intérieur Kressner. « Toutes mes félicitations, Norris !» Il applaudit. « Fais donc entrer monsieur, Tony. » Tony me remit si brutalement sur pied que mes chevilles faillirent céder. Je dus m'appuyer à la porte vitrée pour entrer. Kressner se tenait près de la cheminée de la salle de séjour, sirotant un cognac. L'argent avait été replacé dans le sac qui trônait au milieu de la moquette. Le miroir du mur opposé me renvoya mon image. La chevelure en bataille et le visage livide. Je n'eus pas le loisir de m'attarder, car l'instant d'après, je volai au travers de la pièce. J'atterris sur le fauteuil de toile et le choc me coupa le souffle. Quand je fus de nouveau en état de parler, je m'écriai « Espèce de tricheur, tu avais tout combiné, hein ?»« Bien entendu, » répondit Kressner, en posant délicatement son verre sur le manteau de la cheminée. « Mais je ne suis pas un tricheur, Norris. Je ne suis que le malheureux vaincu. Tony n'est là que pour prévenir toute attitude maladroite de votre part. » Il avait l'air de tout, sauf d'un malheureux vaincu. D'un chat dont le museau est encore barbouillé des plumes du canari, par exemple. Je me levai sous le coup d'une terreur plus grande encore que celle éprouvée sur la corniche. « Qu'est-ce que vous manigancez ?» prononçai-je lentement. « Je ne sais pas quoi, mais vous manigancez quelque chose. »« Pas du tout. On a enlevé l'héroïne de votre voiture, laquelle a réintégré son parking initial. L'argent est là. Il est à vous. » Tony se tenait toujours près de la porte vitrée. Il n'avait pas lâché le colt.
Je traversai la pièce, m'emparai du sac, puis marchai en vacillant jusqu'à la porte, certain que je n'y parviendrais jamais. Mais en ouvrant la porte, je ressentis la même impression que quand j'avais contourné le 4e coin de l'immeuble. J'allais gagner. Lente et amusée, la voix de Kressner m'arrêta. « Vous ne pensez quand même pas qu'on puisse encore rouler quelqu'un avec le truc éculé des toilettes pour dames, n'est-ce pas ?» Je me retournai, le sac dans les bras. « Que voulez-vous dire ?»« Je vous ai dit que je ne trichais jamais, et c'est la vérité. Vous avez gagné 3 choses, Norris. L'argent, votre liberté et ma femme. Vous avez déjà les 2 premières. Maintenant, vous pouvez aller réclamer la 3e à la morgue. » Je le fixais des yeux, incapable de bouger, pétrifié. « Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous l'abandonner ?» me demanda-t-il d'un ton empreint de pitié. « Va pour l'argent, va pour votre liberté. Mais Marcia, non. Cependant, j'aurais tenu ma promesse, et quand vous l'aurez fait enterrer, je ne m'approchai pas de lui. Pas encore. Il pouvait attendre. J'allai vers Tony, dont le visage exprima une certaine surprise, jusqu'au moment où Kressner lui dit d'une voix ennuyée « Tue-le, s'il te plaît. » Je lançai le sac qui atterrit sur la main qui tenait l'arme. J'avais cogné fort. Mes bras et mes poignets n'avaient pas beaucoup travaillé sur la corniche. Et c'est ce qu'il y a de plus robuste chez un joueur de tennis. Je fis sauter le revolver de sa main et frappai avec la crosse l'arête de son nez. Il s'écroula en poussant un grognement. Alors que Kressner avait presque gagné la porte, je tirai une balle au-dessus de son épaule en lui criant « Un geste de plus et t'es mort !» Il se montra raisonnable. Quand il se retourna, le caïd, de manière désabusée, n'emmenait pas large. Il se décomposa encore un peu plus en apercevant Tony, qui, étendu sur le sol, s'étranglait en avalant son propre sang. « Elle n'est pas morte. Il fallait bien que je me réserve une petite compensation, n'est-ce pas ?» Il eut un sourire forcé. « Je suis peut-être naïf, dis-je, mais pas à ce point. Il l'avait tuée, je le savais, et sans Marcia, je n'étais plus rien. » D'un doigt qui tremblait légèrement, Kressner désigna l'argent éparpillé autour des pieds de Tony. « Considérez cela comme un acompte, me dit-il. Je peux vous donner 100 000 $. 500 000. 1 million, Norris. Virez sur un compte en Suisse. Qu'est-ce que vous en dites ?»« Je te fais un pari, Kressner. » Il quitta le revolver des yeux pour me dévisager. « Un pari, répétai-je. Il ne s'agit pas d'un défi, mais d'un vulgaire pari. Je te parie que t'es incapable de faire le tour de l'immeuble sur la corniche. » Il blêmit, et je crus même qu'il allait s'évanouir. « Vous, murmura-t-il, voici les clauses, poursuivis-je, d'une voix mécanique. Si tu gagnes, je te laisse filer. Qu'est-ce que t'en penses ?»« Non, gémit-il, les yeux agrandis par la peur. En ce cas, dis-je en armant le colt. Non, cria Kressner, en tendant désespérément les mains vers moi. Non, arrêtez, je le ferai. Il passa la langue sur ses lèvres. Du canon de l'arme, je lui fis signe d'avancer jusqu'au balcon. Tu trembles, lui dis-je. Ça ne va pas te faciliter la tâche ? 2 millions, articula-t-il péniblement. 2 millions en billets usagés. Non, répliquai-je. Pas même pour 10. Mais si tu gagnes, tu es libre. 1 minute plus tard, il se tenait sur la corniche. Il était plus petit que moi. Seuls ses yeux immenses et suppliants et ses mains crispées sur les montants de fer forgé étaient encore visibles. « Je vous en supplie, souffla-t-il. Tout ce que vous voudrez. Ne perds pas trop de temps, ou tes chevilles ne tiendront pas le coup. » Mais il ne se décida à bouger que lorsque j'eus posé le canon de l'arme contre son front. Il commença à se déplacer vers la droite en gémissant. Je l'aurais jugé incapable d'aller jusqu'au premier coin. Quand il se résolut enfin à avancer, il progressa par saccades, en prenant tous les risques. Kressner passa le premier angle à minuit, puis disparut à ma vue. 40 minutes s'écoulèrent. Je guettais le cri qu'il ne manquerait pas de pousser, lorsque le vent contraire le déséquilibrerait, mais en pure perte. Peut-être le vent était-il tombé ? Lorsque je me trouvais sur la corniche, j'avais imaginé que le vent s'était fait le complice de Kressner, ou peut-être était-ce simplement de la chance. Il est peut-être déjà arrivé sur l'autre balcon, tout recroquevillé de terreur, incapable de poser de nouveau le pied sur la corniche. Mais il sait certainement que si je le surprends là, quand je pénétrerai dans l'appartement voisin, je l'abattrai comme un chien. Et à propos de l'autre façade de l'immeuble, je me demande comment Kressner trouve le pigeon. Ai-je entendu crier ? Je ne sais pas. Peut-être était-ce le vent. Peu importe. Bientôt, je vais fracturer la porte de l'appartement contigu et aller jeter un coup d'œil sur le balcon. Mais pour l'instant, je suis assis sur celui de Kressner, le 45 de Tony à la main, juste pour le cas où il réussirait à franchir le 4e angle. Kressner disait qu'il ne tricherait jamais. Quant à moi, je n'ai jamais rien prétendu de tel.